Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème de la santé et du secteur pharmaceutique en bourse. On en parle avec un grand spécialiste, managing partner de Bryan Garnier & Co, Éric Le Berrigaud, qui est à mes côtés. Bonjour et bienvenue, Éric. Bonjour, Grégoire. Merci d'être avec nous. On va essayer de ne pas faire trop de politique, mais quand même, évidemment, il faut parler de la logistique des vaccins. Quand on regarde les choses de manière froide, analytique, qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade, Éric, du déploiement des vaccins un peu partout dans le monde, aux États-Unis et en Europe essentiellement? En Europe, on paye la fragmentation, je pense, du continent. C'est sûr que par rapport à... On l'avait vu en termes de soutien économique. Ça a été dit plusieurs fois. On n'a pas l'équivalent d'un Barda. C'est peut-être en train de se négocier. On sera peut-être prêt pour le coup d'après. Bon... Ça a valu certainement un petit retard aussi sur la partie commande, préparation, aide aussi à l'investissement, parce qu'on a vu que tout s'est fait finalement dans un laps de temps assez court. On n'a pas le dessous des cartes, évidemment, on regarde ça de l'extérieur et c'est plus facile, et aussi avec le recul. On parlera peut-être de Sanofi et tout ce bruit sur le fiasco français, etc. On peut peut-être... Oui, mais c'est dans la discussion, bien sûr. Ça fait partie de la discussion. Il faut quand même se renvoyer une petite année en arrière aussi et voir quel était le point de départ des différents acteurs. Donc on a un certain nombre d'acteurs existants des vaccins. Ceux-là doivent aussi se préparer à une campagne de grippe classique, j'allais dire, vis-à-vis desquels ils ont des capacités de production qu'on sait limitées historiquement. Il y a très peu d'acteurs, c'est un oligopole. Ce marché se répartit en 3 et globalement il y a 4 acteurs dominants, tous vaccins confondus. Donc ça c'est aussi quelque chose vis-à-vis duquel, et même en avançant dans le temps, on se dit mais s'il y a surinfection, grippe classique, plus Covid, qu'est-ce que ça peut donner? Donc bon, rétroactivement, on n'a pas de grippe classique, donc c'était pas un bon sujet. Donc aussi peut-être qu'il aurait fallu allouer les choses différemment. Bon, ça c'est toujours facile de refaire l'histoire. Au-delà de cet aspect un peu logistique européen, aujourd'hui c'est plus la partie déploiement. Donc j'avoue que j'ai pas non plus toutes les réponses à ça. Puisque l'Europe a acheté un certain nombre de doses et ensuite les répartit en pourcentage des populations. Pourquoi est-ce qu'ensuite les populations ne sont pas vaccinées au même degré, etc. Ça veut dire qu'ensuite la logistique à l'intérieur des pays, c'est pas déployé forcément de manière également efficace. Et pourtant, là, on avait le temps de se préparer parce qu'on connaissait à peu près les timings d'arrivée. Voilà. Bon, là-dessus, j'ai essayé aussi sur les volumes à disposition d'interroger encore aujourd'hui AstraZeneca, parce que c'est vrai qu'il y a un certain flou désormais sur les quantités effectivement disponibles. Beaucoup de chiffres ont été cités. Johnson & Johnson présentait ses chiffres hier. La question était très claire. Est-ce que vous confirmez le milliard? Ils ont tourné autour. Ils l'ont pas dit clairement. Donc on ne sait plus si on est sur les 600 millions qui était un peu la fourchette basse. Ils disent on servira les doses commandées de manière ferme. En fait, quand on regarde les doses commandées de manière ferme, on est plutôt entre 400 millions et 600 millions. Donc on n'est pas à 1 milliard. Voilà. Et ils sont tous un petit peu comme ça. Et donc on a beaucoup joué. BioNTech, Pfizer sont plutôt monté quasiment aux 2 milliards. Finalement, on revient là aussi un tout petit peu en arrière. Il y a l'histoire des 6 doses versus 5. Le sujet pour ces grands labos, c'est quoi? C'est bon, une gestion de leur politique commerciale ou c'est aussi des problèmes de capacité de production avant tout, Éric? Il y a probablement un mix des deux. Le sujet des capacités de production. Alors pour le coup, celui-là, il semble qu'on l'ait posé dès le départ pour la même raison que l'expérience qu'on a historiquement de capacité de production limitée dans ce domaine. Donc même si on avait une nouvelle technologie, que cette nouvelle technologie avait peut-être des potentialités nouvelles et qu'on changeait un peu de paradigme, bon, on s'étonnait quand même soudainement donc quelque part là il y a une espèce de retour à réalité, et ça devrait pas tellement nous étonner. Après, il y a aussi certainement derrière un jeu politique, un jeu d'influence. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un certain nombre de pays ou de grands ensembles économiques qui ont participé, dans certains cas, au financement de certains des vaccins. Bien sûr. Donc on a parlé à une certaine époque de donner priorité à certains pays contre d'autres. Et ça, c'est simplement la logique aussi d'avoir été payé pour aller au bout.
et notamment un des deux qui est aujourd'hui sur le marché, enfin celui de Moderna, est quand même sponsorisé significativement. Oui. Et c'est normal de retourner à celui qui a financé une partie des premières doses. Voilà. Alors, dès qu'on touche à la santé, le sujet est un peu sensible et on se dit que c'est un bien commun et que c'est... Voilà, ces sujets-là ne devraient pas s'appliquer. Il n'empêche qu'il y a des contrats et évidemment, les contrats, il faut les respecter. Voilà. Si on dit un mot de Sanofi, effectivement, comment est-ce que le groupe français aujourd'hui... comment vous expliquez que Sanofi en soit réduit aujourd'hui à conditionner, je crois, 100 millions de doses de Pfizer-BioNTech et non pas à être fer de lance de la production de vaccins? Là aussi, c'est un échec ou pas? Ou c'est une question de choix, ça s'est pas fait parce que les choix n'ont pas été les bons au départ, ou on peut dire que c'est un échec? Ah oui, factuellement, c'est un échec. Et je sais que pour le coup, si on met Sanofi plus Pasteur, bien sûr, oui. Je crois qu'on peut dire que l'onde de choc dans le milieu est quand même extrêmement forte. Voilà, il y a des vraies interrogations et je pense que ça aura des conséquences. Toutes ne seront pas négatives. Peut-être ça ouvrira les yeux aussi sur le support qu'il faut apporter en amont, parce que là encore, juger a posteriori est un petit peu facile. Donc il y avait forcément une question d'arbitrage, comme je le disais, par rapport au vaccin de la grippe classique. Mais c'est vrai qu'il y avait eu en amont certaines discussions avec des acteurs de l'ARN messager. Est-ce que ceci était trop gourmand pour Sanofi? En tout cas, ça ne s'était pas fait. Mais évidemment, on peut le regretter. Quand on est un acteur majeur de cette industrie, est-ce que c'est pas être passé un petit peu à côté de ce virage technologique? Alors, ils ont l'accord avec Translat Bio, mais qui est un acteur beaucoup moins avancé, qui n'est pas encore rentré en clinique. Donc, en tout cas, pour la Covid telle qu'elle se présente aujourd'hui, si c'est pas trop tard, ça arrivera très très tardivement. Donc oui, il y a un échec. Après, il y a une question aussi un petit peu de malchance sur la manière d'avoir construit ce vaccin-là, de peut-être pas avoir forcément les bons ingrédients, tous les bons éléments, etc. Mais le couple Pasteur-Sanofi, c'est vrai que c'est un coup sérieux pour la France. Dans les résultats de ces grands labos, est-ce qu'on va découvrir de mauvaises surprises? J'ai en tête la publication de Novartis, je crois c'était hier, qui a été visiblement décevante pour les investisseurs. Et c'est vrai que dans la communication de Novartis, alors je ne sais pas dans quelle activité Covid est-ce qu'ils sont le plus impliqués. En tout cas, ils mettent en avant que leur activité ophtalmo, dermato, les génériques avec 100 doses, finalement, tout ça est plutôt pénalisé par un monde de la santé qui est très focalisé aujourd'hui sur le Covid avant tout. Oui, c'est très juste. Alors, en fait, on se demande là, après les deux publications d'hier, Novartis et J&J, dans quelle mesure, en fait, à nouveau le Covid est le terme magique un peu que ça représente. Juste pour illustrer la chose, hier ou avant-hier, il y a une petite biotech suisse qu'on aime beaucoup par ailleurs, mais qui jusqu'ici est plutôt connue sur son travail dans la sclérose en plaques, qui a dit, tiens, nos travaux intéressent dans le Covid, et on a reçu un grant de 137 000 euros. Ça a pris 31%. Voilà. Donc on est un peu là. Comme blockchain à l'époque pour certains secteurs. Voilà. Maintenant Covid, c'est le mot à tiquer. Voilà. Et donc vous êtes du bon côté ou vous êtes du mauvais. Dans le cas de Novartis, effectivement, ils sont pas impliqués ni dans la recherche d'un vaccin, ni dans les traitements très avancés. Il n'y a pas d'activité diagnostique, donc ils sont pas du bon côté. Et malgré tout, on continue à avoir un impact. Et là, on parle de déprogrammation d'un certain nombre d'opérations, de remobilisation du personnel des hôpitaux, etc. On a toujours un trafic qui n'est pas revenu à la normale dans les cabinets médicaux, etc. Donc, en termes de volumétrie, forcément, ça se ressent. A fortiori sur des pathologies moins sérieuses comme celles que vous avez mentionnées. Et donc, peut-être que ça va être encore l'élément discriminant entre ceux qu'on va vouloir avoir, en tout cas en ce début d'année, et ceux pour lesquels on se dit, on verra peut-être un peu plus tard. Sur le plan boursier, il nous reste une minute pour conclure, Eric, mais sur le plan boursier, oui, la ligne de démarcation Covid, impliqué Covid, pas impliqué Covid, oui, elle a été très claire et elle risque de durer encore un peu, vous dites. Je pense en tout cas que sur la première partie de l'année, pour le secteur, on avait une vue assez macro. Le quatrième trimestre n'avait pas été bon. On pensait qu'on reviendrait plutôt sur des fondamentaux plus longs. Je crains qu'on reste malgré tout d'abord sur cette thématique-là. Ouais.
Merci beaucoup Eric. Merci d'être venu nous apporter votre éclairage, votre analyse du secteur de la santé. Vous êtes spécialiste, analyste, responsable de l'analyse pour ce secteur de la santé chez Bryan Garnier & Co, Managing Partner de la banque. Merci beaucoup Eric Le Berrigaud qui était avec nous pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.